mais dans cette salle un peu particulière pour une table ronde avec des casques et une configuration un peu particulière. On était presque tenté à le faire en bas sur la pelouse, mais ça sera pour la prochaine fois. Donc bonjour, je suis Stéphanie Obadia, je suis directrice de Construction 21. Cette table ronde a pour thème un thème qui peut de premier abord un peu faire peur, parce qu'il est question de crise. Climat, ressources, inflation, énergie, et j'en passe. Ça fait pas mal de choses, et puis pas très réjouissant, j'en conviens. Mais ne partez pas, car c'est bien connu, les crises sont aussi des accélérateurs de transition. Alors, comment faire en sorte de ne pas gaspiller une bonne crise ? Je sais que ça vous est cher, Marc. Pour reprendre la citation de Winston Churchill, comment faire de toutes ces contraintes une opportunité ? Et comment revoir la façon de penser, la construction et l'immobilier ? L'ampleur des crises et du changement de paradigme économique, écologique et géopolitique va impacter, et impacte déjà, on le voit bien, la façon de faire de l'immobilier, que ce soit en neuf ou en réhabilitation. Alors, quelles solutions se détachent ? Quels sont les freins ? Quels sont les leviers ? C'est à toutes ces questions que nos invités de renom vont débattre cet après-midi, enfin 7 heures en tous les cas. Pour en parler, nous avons Christine Lecomte. Bonjour Christine Lecomte. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes architecte urbaniste et présidente de l'Ordre des architectes. Vous êtes auteur de nombreux articles engagés et co-auteur de Réparons la ville. Bienvenue. Robin Rivaton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Stonal, qui est une plateforme logicielle de gestion des actifs immobiliers qui repose sur des jumeaux numériques des bâtiments. C'est bien ça ? Ouais, pas que jumeaux numériques, mais oui, on va dire, j'expliquerai un peu plus en détail. Très bien. Marc Demas, bonjour, vous êtes Bonjour à directeur tous et à toutes. général Air Nouvelle du groupe Equance, aménageur et promoteur immobilier bas carbone. C'est ça. Alors on va commencer tout de suite le débat, on n'est pas très en avance. Vous pourrez bien sûr poser vos questions à la fin de la table ronde. On va commencer par vous, Christine. Vous venez de publier, je crois, un article sur le rôle de l'architecte dans la ville durable. Vous avez de nombreux engagements et manifestations sur ce thème-là. Les crises actuelles sont pour vous multiples. Elles ont des conséquences sur la conception ou la réhabilitation des bâtiments, je crois, si vous pouvez nous en parler. Peut-être juste faire un petit point, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup focalisé sur la question énergétique à raison aujourd'hui, mais ce n'est pas la seule crise, et surtout si on se focalise uniquement sur cette crise-là, on ne pourra pas apporter de réponse. Donc c'est vrai que moi j'en ai trois qui me tiennent particulièrement à cœur et qui, je pense, sont celles qui touchent le plus le milieu du bâtiment. C'est effectivement la crise du réchauffement climatique qui nous demande à la fois de nous adapter et d'adapter nos bâtiments. Donc là, ça touche 80% du bâti déjà existant. Ça nous permet de réfléchir en même temps à adapter pour les canicules, à travailler sur les aléas climatiques qui touchent nos villes, avec des épisodes qui sont de plus en plus dramatiques. Et en même temps, ça nous demande aussi d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter qu'on dépasse la limite. Donc à partir de ce moment-là, une conception différente se met en place, que ça soit spatialement, que ça soit par les matériaux, que même la manière dont on appréhende le bâtiment. Et par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de passoires thermiques, on parle de rénovation thermique, etc. Et on se rend compte que c'est pas ça aussi, c'est aussi le confort d'été. Et donc, il y a une multitude de choses qui sont en place. La deuxième crise, c'est la crise de la biodiversité. Donc là, ça touche nos sols directement, ça touche nous en tant qu'éléments de la nature, notre écosystème, donc notre façon d'exister et d'être au monde. Et ça nous pose la question de comment on doit ménager plutôt qu'aménager. Et à partir du moment où on doit ménager, il faut se mettre dans une autre forme de posture. Comment on utilise moins de ressources, comment on travaille en touchant le moins possible le sol, qu'est-ce que on a, quand on touche un écosystème, qu'est-ce que ça fait, etc. Et ça questionne notamment la ville facile. C'est-à-dire la ville qui s'étale sur les campagnes et qui prend à la fois qui touche à la perméabilité des sols, mais également à notre souveraineté alimentaire, à la question de la nature, etc. Et donc cet étalement urbain qu'on doit contenir, ça nous ramène à on doit rester dans l'enveloppe urbaine. Du coup, les sols urbains ont une valeur qui change parce que ça devient un élément extrêmement... Moins il y en a, plus ça coûte.
Voilà. Donc là, il y a une autre manière de trouver un équilibre et ça nous questionne sur la densité. Et la densité, on sait tous que c'est un gros mot pour le commun des mortels parce que ça rapproche souvent de promiscuité. Et nous, aujourd'hui, notre gros enjeu, c'est de se dire pas de densité sans qualité dans l'habitat, dans la construction de la ville. Et la densité, c'est pas la promiscuité, c'est la proximité. Et la proximité, c'est quoi? Et là, ça nous rapporte, voilà. Donc c'est toujours socialement, c'est pas que écologique, c'est aussi le social avec pour justement faire adhérer. Et je finis la troisième crise. C'est une crise qui a un peu passé sous silence, mais qui, avec la crise ukrainienne et avant le confinement et les chaînes de fabrication de matériaux qui ont été un peu à l'arrêt, qui le sont aujourd'hui, le coût de l'énergie, etc., c'est la pénurie des matériaux, mais également à terme aussi la pénurie des ressources avec la finitude de certaines ressources. Je parle du cuivre, du zinc, où on a des dates, même si on pense qu'il y a des gisements ailleurs, mais on voit bien qu'il faut quand même être un peu réfléchi là-dessus. Et puis d'autres où on a des questionnements qui sont peut-être sur le lien justement entre utilisation du sable, d'une certaine partie du sable par rapport, ou de l'eau, qui sont voilà, des matières, et comment est-ce qu'on change notre rapport à la ressource, et donc comment on travaille avec ce qui est plutôt renouvelable, ce qui est déjà là, ou le réemploi. Et donc ça questionne, et là, nos modes de faire, de conception, carrément. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut qu'on pense autrement. Même l'idée de concevoir les choses, si je prends l'architecte, il va peut-être pas regarder tous les catalogues de tous les fournisseurs, mais se dire qu'est-ce que j'ai en ma possession dans ce lieu-là pour faire, et après je conçois. Donc en inversant les processus de conception. C'est sûr que c'est un changement radical de conception et de vision. Je sais que vous n'aimez pas parler de rupture, mais c'est quasiment une rupture en fait. Bon, après, pour nous, moi je trouve que c'est un peu étrange, mais c'est une période formidable parce que quand il y a des contraintes, la conception, elle devient très intéressante. Donc on n'est pas on n'arrive pas comme dans d'autres périodes qu'on a pu connaître dans les années 80-90 à réfléchir uniquement sur l'espace ou sur... Là, on réfléchit aussi sur notre rapport au monde qu'on construit. On a changé l'échelle de la parcelle. Maintenant, on développe une pensée qui est beaucoup plus systémique. Donc, c'est très compliqué. Ça demande plus de matière grise, moins de matières premières. Voilà, il y a un espèce de rapport aux choses. Et s'il y a des concepteurs parmi vous, vous le voyez, on est en train de faire évoluer notre mode de pensée. L'autre jour, je parlais avec une entreprise générale qui a aussi une boîte de promotion. Et le gérant me disait, voilà, moi, je viens de démolir pour un chèque l'intérieur d'un hôtel particulier qui m'avait fait faire il y a 2 ans. On vient de bousiller des milliers de mètres carrés de marbre. Et moi je lui dis mais vous avez une boîte de promotion, il fallait juste déposer le marbre et demander aux architectes d'utiliser le marbre dans votre promotion. Et là voilà, on a un autre fonctionnement à mettre en place dans la chaîne de valeur. Exactement, un autre fonctionnement et une autre façon de faire. Marc Domas, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur Air Nouvelle et enchaîner avec la question des crises, si ça vous va. Ça me va. Air Nouvelle, on est promoteur immobilier bas carbone. On est positionné depuis 5 ans sur ce métier de la promotion immobilière engagée. On se positionne beaucoup sur les concours publics, les concours en ZAC ou les concours de collectivité, parce que ce sont ceux qui nous permettent justement de nous exprimer et d'exprimer toute l'énergie de cette équipe formidable qui veut faire mieux qu'hier et encore mieux demain qu'aujourd'hui. On travaille sur 4 axes, les énergies, les mobilités, les matériaux et la biodiversité, et toujours en partenariat avec d'autres promoteurs pour faire avancer. Alors sur la question des crises, générateur de rupture, nous on aime bien l'idée du verre à moitié plein, donc on est plutôt à se dire que une crise c'est comme une occasion de revoir des modes de fonctionnement et des habitudes qui ont pu être dérivées, pas forcément dans le bon sens, notamment sur les chaînes d'appro. Et on travaille aussi beaucoup sur la question de la sobriété. Je pense qu'on est en train de vivre un monde de sobriété foncière, sobriété des matériaux, sobriété des énergies. La question de l'efficacité aussi, il faut qu'on soit efficace dans l'usage de ces ressources. Là aussi, en termes d'énergie, en meilleure consommation, meilleur pilotage. Probablement que Robin, tu as aussi des outils pour ça. Et puis également améliorer, c'est-à-dire qu'on a un combat qu'on mène, c'est qu'on considère que les différentes réglementations thermiques, qui d'ailleurs sont nées des crises, et environnementales, et environnementales, mais la réglementation thermique, elle est née
de la crise de 70. Elle nous a permis de faire progresser les bâtiments d'une consommation énergétique de près de 500 kWh au mètre carré à 15 aujourd'hui. Donc on a divisé par 30 quand même le bilan de consommation d'un bâtiment standard. Là, on arrive dans une nouvelle ère. Il va falloir maintenant faire du renouvelable à l'échelle des bâtiments. Et ça, je trouve que c'est un enjeu qui nous attend. Merci. Robin Rivaton, pareil, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter Stonal et puis nous partager votre vision face à ces crises, parce qu'on n'a pas d'autre choix, il faut repenser notre modèle. Oui, en quelques mots, Stonal, c'est une plateforme de gestion logicielle pour les grands gestionnaires d'actifs immobiliers, à travers laquelle ils vont pouvoir piloter leurs ESG, préparer leur plan pluriannuel de travaux, optimiser les charges de fonctionnement de l'immeuble et puis s'assurer de la conformité réglementaire de la détention de leurs actifs. Et on fait ça notamment parce qu'on est capable de lire automatiquement les quelques milliers de documents que constituent un immeuble, que ce soit des documents techniques, que ce soit les baux, que ce soit toutes les pièces qu'on peut trouver. On va être capable de les classer, de les ranger, d'en extraire les données, les métadonnées et ensuite de pouvoir les comparer entre elles. Moi, à toutes les crises que j'ai entendues, j'en rajouterais une quand même qui me semble très importante, dont la France est peut-être un peu immunisée par rapport à d'autres pays, mais il faut bien voir que dans beaucoup de pays développés, on traverse aussi une crise du logement. C'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas aux États-Unis, où aujourd'hui, on a une très forte pression sur un secteur qui n'a pas produit assez de logements pour répondre à la demande. Alors après, on peut s'interroger sur cette question de demande, se dire est-ce qu'on a besoin d'autant de mètres carrés, mais la réalité est que même avec des mètres carrés constants, donc avec une utilisation surfacique par personne qui resterait similaire, le simple fait de l'augmentation de la population plus de la décohabitation, aujourd'hui pousse à avoir plus d'unités résidentielles à l'échelle, encore une fois, de la France, mais aussi d'autres pays. Et ça, c'est aussi une crise que je rajouterais. Encore une fois, on a beaucoup construit en France ces 10 dernières années, donc on est plutôt immune. Je donne toujours ces chiffres, mais ils sont assez pour moi symboliques. Depuis l'an 2000, le Royaume-Uni a ajouté 6 millions d'habitants. La France en a ajouté 5 millions d'habitants. Et le Royaume-Uni a construit 2 fois moins de mètres carrés résidentiels que nous. Aujourd'hui, c'est un pays qui a 3% de vacances. Il n'y a pas de vacances dans le pays. Les gens vivent dans des chambres, en couple, dans des colocations jusqu'à 35 ans, occupent tous les espaces possibles au sein des différents logements. On peut se dire que c'est bien, parce que c'est sobre et efficient. Je ne sais pas si c'est bien du point de vue du ressenti de la population. Et donc, un point très important, c'est que on a aujourd'hui besoin, et en plus, comme vous l'avez aussi bien dit, c'est que nos rapports au logement sont de toute façon assez inégaux. Il y a des gens qui peuvent s'acheter le plaisir de se refaire un intérieur de plusieurs milliers de mètres carrés tous les 2 ans, et de toute façon, ceux qui en sont aujourd'hui, qui sont privés, ou en tout cas qui sont mis en difficulté vis-à-vis du logement, c'est évidemment les personnes les plus modestes. Donc je pense qu'on a un besoin, y compris de production, même si le mot est parfois un peu galvaudé ou décrié dans notre ère ou dans le monde actuel, on a quand même un besoin de production. Et ce besoin de production, il peut prendre diverses formes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé effectivement de faire de la construction neuve comme on faisait dans les années 60, 70 avec des barres et des tours. Il n'empêche qu'il ne peut pas être non plus que de la réhabilitation. C'est bien beau de dire on va tout réhabiliter. Ça ne suffira pas, tout simplement parce qu'on a des besoins à l'échelle du territoire qui sont très inégaux, là aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin de construire dans les territoires les plus denses. On peut s'y opposer, on peut trouver ça pas bien, mais c'est la réalité de la démographie actuelle. Les gens naissent dans les territoires denses, et donc à moins que quelqu'un ait vocation à dire là où doivent habiter les gens, en général, les gens habitent à peu près là où ils naissent. C'est encore très vrai, même dans nos sociétés. Donc on a besoin de construire, et cette crise du logement, elle peut poindre rapidement, et elle peut avoir des effets sociaux relativement dévastateurs. Merci pour vos analyses à vous tous. On a bien vu qu'on allait changer de modèle, enfin qu'on change désormais de modèle, et qu'on va vers un modèle plus durable. J'aurais bien voulu avoir en quelques mots à vous tous la définition d'un bâtiment ou d'un quartier ou d'une ville durable. C'est un large débat, certes, mais juste en quelques mots, si on peut déjà avoir une idée de ce qu'est un bâtiment, une ville ou un quartier durable, ça pourrait peut-être donner quelques pistes aussi, parce que le concept est encore flou, et on parle de bas carbone, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller au-delà. Si on peut avoir votre vision sur ce sujet, Christine. Alors là, franchement, c'est un peu difficile parce que vous nous laissez combien de temps ? À l'échelle du bâtiment. On va rester à l'échelle du bâtiment. Non, mais c'est vrai que les 3 crises que j'ai expérimentées tout à l'heure en essayant de développer, elles présentent aussi les 3 choses, les 3 défis qu'il faut régler. Donc à partir du moment où vous travaillez sur ces 3 axes-là, vous avez déjà une trajectoire qui est assez saine. Donc il y a une question peut-être durable, qu'il faut associer ça à bon sens.
je pense. C'est pas Et souvent à associé anti-gaspillage. complètement. Bah non, c'est pas associé. Et puis l'humain aussi. Voilà, mais voilà, pour moi, le bon sens et l'humain vont aller assez bien ensemble. Donc voilà, après, durable ne veut pas dire simplement répondre à des enjeux écologiques et on stop. Parce qu'en fait, c'est aussi ce qu'on voit, c'est que sinon, on va être dans un monde très sec, vous voyez, très aseptisé, pas, où on a, voilà, un peu comme les dystopies dans le cinéma, quoi, qu'on voit de temps en temps. Et donc, c'est là où il y a la dimension culturelle de l'architecture qui prend toute sa place et qui fait qu'aujourd'hui, on ouvre un pan énorme de tout ce que peut être l'architecture et tout ce que ça peut apporter à la ville et pour le bien-être des habitants par rapport à ces défis. Et donc, c'est tout ce pan-là qui est ouvert pour nous tous, les acteurs de la ville, et qu'il ne faut pas oublier parce que c'est à partir de là qu'on trouvera la notion de bonheur. Merci. Bonheur est important. Juste pour rebondir sur la dystopie, c'est un peu ce qu'on avait mis derrière le thème Beyond Bas Carbone, qui est un anglicisme pas fantastique. En tout cas, qui n'a pas vraiment plu à mes équipes, mais je l'ai gardé quand même. C'était l'idée de se dire le bas carbone c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut qu'on crée un rêve, et l'architecte, tu peux pas réussi à atteindre. Il faut créer un rêve, et l'architecte est le premier à générer ce coup de crayon, ce rêve, et à matérialiser le rêve d'un quartier, d'un immeuble bas carbone. Et ensuite, il faut bien entendu qu'on tienne compte de sa durée de vie. Donc ça, je trouve que la RE 2020 est très bien pour ça. C'est la première fois qu'on tient compte du cycle de vie. Et il faut arriver à faire vivre cet ensemble, qui ne soit pas sec, pas aride, au sens culturel du terme, mais pas que, pour qu'on en fasse quelque chose de vivant. Donc moi, la question de la localité, j'aime bien cette idée de la ville du quart d'heure, qui est bien repris, parce que c'est aussi construire avec des matériaux de proximité, produire de l'énergie, la distribuer aux voisins. C'est ça que je trouve assez vertueux dans cette idée-là, qui va au-delà de j'ai un quart d'heure pour aller acheter mon pain. Durable et heureux. Robin, vous voulez rajouter un mot? De ma fenêtre de patron d'une plateforme de tech, je pense que le sujet dans la durabilité, c'est aussi être en capacité de mesurer les choses à donner et de pouvoir se l'échanger de propriétaire en propriétaire. On voit bien aujourd'hui toute la difficulté qu'on a à pouvoir justement capitaliser les travaux qui sont faits régulièrement au cours de la vie de l'actif en termes de données, et de pouvoir les transmettre de l'un à l'autre pour réaliser un petit peu cette mesure qu'on appelle de nos voeux, parce que le carbone devient un peu l'unité métrique de beaucoup des processus de la vie du bâtiment. Je suis entièrement d'accord, si on en fait l'alpha et l'oméga, on va être extrêmement triste, mais il le devient, il s'impose progressivement comme ça, avec toutes les questions que ça peut poser sur la taxonomie, la façon de mesurer, parce que encore une fois, le diable est dans les détails, et donc en faisant varier des petits paramètres, on peut changer beaucoup de choses, mais je pense qu'on a besoin d'assurer quelque part la permanence de cette donnée, et pas seulement à travers la data room notariale qu'on transmet de temps en temps, mais vraiment à travers des solutions plus durables. Justement, comment faire pour que la donnée soit environnementale? Et j'aimerais vous poser la question sur est-ce qu'on doit opposer high-tech et low-tech, et est-ce qu'on doit utiliser le numérique dans le bâtiment? J'imagine que vous allez me dire oui. Comment faire pour que justement ce soit le plus performant possible, d'autant qu'on est quand même face à d'épuisement des ressources? Oui, bien sûr. Il faut concilier high-tech et low-tech, évidemment. Je crois encore une fois que ça sert à rien de vouloir capter trop de données. Aujourd'hui, on a un sujet, c'est-à-dire on a commencé dans l'immeuble. Avant, on avait une dizaine de points de référence pour un propriétaire. Maintenant, il y en a des milliers. Puis, il commence à installer des capteurs, et ça va être des dizaines de milliers de points de data. On arrive à un moment où le volume de la donnée n'est plus en soi un indicateur de qualité ou d'efficience du bâtiment. Donc, on a besoin de travailler sur la qualité de la donnée, et que cette qualité de la donnée, surtout, elle soit pérenne et qu'on puisse la transmettre. La meilleure façon de faire, moi je suis pas du tout, je pourrais dire, ce serait bien que l'État oblige les propriétaires d'actifs à se transmettre de la data. Moi je crois pas du tout à ça. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on développe nous, on a créer des solutions qui sont capables de mettre à jour, mettre en ordre un patrimoine immobilier très conséquent pour les propriétaires d'actifs, et ils y trouvent de l'intérêt, et ça a de la vertu, et ça contribue à un impact positif, puisque quand ils se transmettent ces données de propriétaire en propriétaire, on évite de faire des travaux inutiles, on évite de passer du temps à rechercher de l'information qui était déjà là, et donc on gagne beaucoup de temps et d'efficience dans le système. En tous les cas, si vous avez un ratio clair avec des chiffres sur le gain, ça peut m'intéresser, notamment environnemental. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, sur les plans pluriannuels de travaux, par exemple, nous, en les faisant à partir des plans de BIM exploitation, de modèles BIM exploitation, et en ayant des bibliothèques de prix beaucoup plus précises que les ratios qu'on utilise un peu parfois, on arrive à faire à nos clients des économies de 15 à 20% sur ce qui aurait été une programmation pluriannuelle de travaux faite de manière strictement humaine. Là, on est sur l'humain
aidés par la technologie. Ok, merci. Christine, vous voulez rajouter quelque chose sur le high-tech et low-tech? On peut dire 2-3 choses. Moi, je crois, enfin, j'en ai déjà parlé, au bon sens. Ça me semble essentiel. Donc, parfois, la notion de high-tech, quand elle est poussée à l'extrême, elle nous fait perdre un peu le bon sens. Genre ouvrir les fenêtres, etc. typiquement, ou de comprendre les questions de ventilation naturelle, de rôle d'un appartement traversant, dessiner un appartement traversant pour que voilà, l'air passe, etc. Et ensuite, ça nous a fait accumuler une forme de technologie qui finalement est peut-être pas indispensable et rentre dans une routine, on va dire, énergivore. Et pas forcément comprise des utilisateurs. Voilà, et pas comprise. Et en fait, à partir du moment où on perd le sens et on ne comprend plus le bâtiment dans lequel on vit, à mon sens, là, on a perdu le truc. Donc ça, c'est hyper important. Juste un exemple, pendant la crise Covid, j'utilise souvent cet exemple, les petits capteurs à énergie carbone, il y a eu un scandale parce que toutes les classes n'en avaient pas, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y avait des profs qui disaient mais comment je fais, moi j'en ai pas. En fait, la question c'était juste qu'on doit ouvrir sa fenêtre après 1 heure de cours. En fait, c'est la base, une salle où il y a 30 personnes qui fait 60 mètres carrés. Au bout d'1 heure, il faut ouvrir la fenêtre. Donc c'est reprendre un peu aussi la notion de notre rapport à l'espace nous en tant qu'humains. Et ça dépasse. Il faut que le high-tech nous aide à aller vers le bon sens. Soit un outil performant. Ouais, on n'a pas du tout de désaccord sur ce point. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'on est parfois surassisté par des systèmes qu'on ne comprend plus et qu'on débranche, parce que ça nous énerve. Par contre, on a besoin de la technologie. La technologie nous a permis les différentes évolutions de réglementation quand même. Hein. C'est la technologie qui nous a permis de passer de 500 à 15. Et on pense aussi que c'est la technologie qui nous permet peut-être de mieux piloter, sans surpilotage non plus, mais de mieux piloter à la juste mesure et avec du bon sens la consommation, parce que quand on n'est pas là, c'est quand même bien que le chauffage s'éteigne, par exemple. C'est simple, hein, mais ça fait vite beaucoup d'économies d'énergie, et probablement que cet hiver, on va en parler un petit peu. C'est mon cheval de bataille permanent, mais je pense vraiment que les renouvelables à l'échelle du bâtiment, c'est de la high-tech. Pour moi, c'est du bon sens que quand on fait des fondations, quand on construit une toiture, on ne devrait même pas se poser la question de savoir si on met de la géothermie ou du photovoltaïque ou du solaire thermique. C'est du gâchis que de ne pas profiter de ces travaux pour faire quelque chose de ce type. Justement, je vous garde, Marc, Marc Demas. Quelle solution, on a bien vu qu'il fallait changer de modèle, repenser. Quelles solutions concrètes vous pouvez nous proposer aujourd'hui, à court terme, à long terme, en neuf, en rénovation, avec des exemples à l'appui si vous en avez? Oui, des exemples plutôt que des solutions génériques, parce qu'on sait tous que l'immobilier, c'est un monde fantastique, parce que justement, il n'est pas reproductible. Hein, chaque immeuble est souvent différent. Nous, on travaille, je vous le dis, beaucoup sur la question des matériaux, de la réglementation, de la non-consommation, donc la sobriété, beaucoup. Et ce qu'on apporte en plus, parce qu'on a une appartenance à une grande maison technique, hein, Equans, c'est 75 000 collaborateurs dans les lots techniques du bâtiment et de la ville. On travaille beaucoup sur la question des renouvelables. Et on arrive régulièrement, avec beaucoup de bon sens, à se dire, mais en fait, on va creuser un trou là. On va mettre des fondations. Si on mettait de la géothermie avec, beaucoup de projets dépassent 50% de couverture avec la géothermie, de couverture de consommation du bâtiment. Donc c'est quand même dommage de ne pas le faire. Sur la toiture photovoltaïque en milieu dense, c'est plus difficile. Alors d'abord, il y a l'acceptabilité ABF qui est toujours un sujet un peu compliqué. Et puis en plus, évidemment, plus on monte en étage, plus on a de mètres carrés à servir par rapport à la toiture résiduelle, et la toiture, elle a aussi d'autres compétitions d'usage, usage des usagers et usage de la biodiversité aussi. Mais on arrive souvent à couvrir 15-20% de la consommation du bâtiment, ce qui est toujours ça. Donc c'est vrai qu'on arrive régulièrement à faire ces productions locales, à consommer local, parfois à distribuer de l'énergie chez les voisins, à récupérer de la chaleur fatale des voisins. Et ça, c'est du bon sens que de regarder ce qu'il y a juste à côté. Mais c'est plus facile en neuf qu'en rénovation. Ça marche pour les deux. On le fait pour les deux. Alors, les fondations, la géothermie, vous irez voir Celsius, qui est une société qui fait de la géothermie de surface, mais y compris sous des bâtiments existants, avec des forages en biais. Donc ça peut aussi fonctionner. Donc je pense qu'il y a vraiment, la technologie est dispo. Hein, ces technologies sont des technologies anciennes. Elles sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus performantes et rentables.
et rentable aussi parce que l'énergie, et je pense que ça aussi, c'est pour ça que la crise est une opportunité, l'énergie est chère et elle va nous pousser justement à moins la consommer. La question énergétique est primordiale pour vous. Oui, pour moi, enfin, toutes les questions sont primordiales. L'environnement, c'est primordial, la question des ressources, c'est primordial, mais j'ai l'impression que les réglementations environnementales et thermiques nous ont fait atteindre un niveau de consommation qu'on n'est pas prêt d'améliorer de beaucoup. Donc on a fait les 80-20 en consommation, et maintenant il faut travailler sur ce talon résiduel nécessaire et qui soit renouvelable le plus possible. Christine Lecomte, je crois que Marc trouvait que la question énergétique était Oui, pas j'ai pas osé forcément, le dire, merci Stéphanie. pas forcément abordée par les architectes et un peu mis de côté parfois. J'imagine que pour vous c'est primordial. Oui, alors là, franchement, je pense que dans les pionniers de l'énergie, on trouve des architectes qui viennent, après les promoteurs viennent nous voir et puis s'en emparent, ça c'est vrai. Mais si on regarde qui aujourd'hui a lancé les mouvements autour de la frugalité, qui sont les premiers spécialistes, il y a des architectes et des ingénieurs, et c'est légitime puisque la conception, elle part de là. Mais c'est pas une opposition enfin voilà, pour moi il n'y a pas d'opposition entre. La chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui les réponses, elles sont pas à l'échelle de la parcelle uniquement, elles sont transcalaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, quand vous allez travailler sur une dent creuse en milieu urbain pour construire quelque chose, on réfléchit à l'échelle de la parcelle. Et à côté, vous pouvez avoir tout un ensemble à réhabiliter. L'intérêt, ça va être de se dire comment on règle le problème de tout le monde. Et pas simplement, moi, je vais gérer mon petit truc dans mon coin. Aujourd'hui, on a encore cette problématique-là parce que, bien sûr, on est dans des questions foncières, de propriété, etc. Et pourtant, souvent, on se rend bien compte que la solution, elle dépasse le cadre des échelles. Et ce jeu de travail des échelles, c'est pour tout, pour les sujets, tous les sujets. Tout à fait, il faut dépasser vraiment l'échelle du bâtiment et aller à l'échelle du quartier et de la ville. Vous parliez de la ville durable. Vous parliez de la ville du quart d'heure tout à l'heure. Moi, j'opposais promiscuité et proximité. C'est exactement ça. C'est-à-dire la densité sans qualité, ça crée de la promiscuité. La ville du quart d'heure, on ne veut pas que ça soit de la promiscuité, on veut que ça soit de la proximité. Et donc, on va devoir réfléchir autrement nos typologies de bâtiments. D'ailleurs, c'est ce qu'on commence à faire tous ensemble, en travaillant sur un urbanisme du partage, une architecture du partage, des lieux communs, peut-être aussi même de nouvelles typologies de logements, les coopératives d'habitants. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de solutions qu'on peut d'ores et déjà mettre en place? De manière transcalaire, si on parle de partage, on ne partage pas la même chose quand on est sur une parcelle, dans un îlot et au niveau du quartier. On va partager des choses différentes, mais en fait dans un espace qui est contraint, puisqu'on doit être dans l'enveloppe existante des villes, dans le tissu urbain existant. En faisant ça, en fait, on génère des possibilités de faire. Donc, à l'échelle de la parcelle, vous avez peut-être partagé un appartement supplémentaire pour recevoir des parents, le potager en haut ou la buanderie, des parties communes agréables et pas simplement un ascenseur. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, ça peut évoluer. À l'échelle de l'îlot, si par exemple, vous venez combler une dent creuse et que dans le reste, c'est à réhabiliter, on va pouvoir travailler à qu'est-ce que devient le jardin au centre, est-ce que c'est voilà, etc. Et puis à l'échelle du quartier, on va penser les mobilités. Est-ce qu'on met parce que la question, elle est aussi sur l'espace public, même si on en parle peu ici, mais la question, c'est aussi qu'une voiture à l'arrêt dans une ville, c'est 80% du temps et que c'est 13 mètres carrés. Donc à un moment donné, on va commencer à se poser la question aussi de comment on partage ça. Alors il y a 20 ans, on aurait... Rappelez-vous les pubs pour les voitures, c'était un peu moi, ma femme et ma voiture, quoi. Aujourd'hui, peut-être que la propriété... Oui, voilà. Merci, je n'osais pas le dire. Aujourd'hui, la voiture peut commencer à devenir un objet où on se pense à partager la propriété ou pas. Mais c'est un débat qu'on peut se poser, puisqu'elle reste 80% du temps à l'arrêt dans les villes où il y a du transport en commun, je précise. On n'est pas en train de parler de ruralité, ou des espaces moins bien desservis. Et c'est quand même 13 mètres carrés de notre espace public. Et si on veut aller plus loin, quand même, les enfants ont perdu énormément de possibilités de se déplacer dans les villes parce que la voiture a pris la place. Donc voilà, c'est aussi ça. Enfin, c'est pour ça que je parle de cette question d'usage qui est fondamentalement au cœur de nos enjeux. Et l'énergie est un enjeu et l'usage en est un qui supplante tout. Est-ce que vous avez une solution ou des exemples qui sont inspirants et qui pourraient nous inspirer en matière de plus durable et d'autres fonctionnements ?
attendez, il y en a des milliers. Mais un qui vous est particulièrement cher ou intéressant ou que vous voulez mettre en avant aujourd'hui C'est compliqué parce qu'en fait, il y en a tellement. Si vous voulez, on peut parler de matériaux, on peut parler de systèmes constructifs. Prenons par exemple ce qui a été fait par les architectes Joly-Loiret qui ont travaillé sur la terre crue en Île-de-France avec d'autres, je cite eux, mais qui ont réfléchi avec des laboratoires de recherche, avec Bellastock, puis avec des promoteurs, puis avec comment on va travailler la terre des métros du Grand Paris. On en tire finalement une fabrique de briques en terre crue, donc un matériau local, donc une économie locale, donc on travaille dans un cercle vertueux et avec un matériau qui présente des qualités d'isolation, d'inertie plutôt, qui sont extrêmement intéressantes pour la construction. Donc ça, c'est des petits exemples, mais des exemples comme ça, tirer le fil de choses, il y en a plein. Aujourd'hui, notre problématique, c'est peut-être pas de les dire, parce que sinon, on peut faire un bouquin, il y en a plein. C'est surtout de passer de leur état pionnier à des pratiques ordinaires. Justement, comment massifier en fait? C'est ça le problème. Comment massifier? Par exemple, sur les filières de matériaux, il faudrait que l'État aide les filières locales. Alors, parce que c'est par territoire que c'est intéressant. Que la matière grise, elle change de territoire, ça va. Mais que la matière première change de territoire, ça rajoute un aspect carboné. Faire avec les ressources locales. Ouais. Robin Rivaton, vous voulez compléter un petit peu sur votre vision et les solutions en fait, qu'on peut mettre en place non, mais je partage ce qui a été dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des pistes d'innovation qui sont assez multiples. On a des matériaux, on a sur les usages, on a sur la réhabilitation, sur la construction neuve. On voit bien que sur à la fois les équipements, on voit bien que toutes ces solutions sont là. Après, la question, c'est comment créer des incitations et un système économique où elles vont se déployer. Si on reste à l'échelle des POC, des pilotes et des solutions, on ne fait rien. Et c'est aujourd'hui un peu le problème. Et c'est que l'équation économique et le juge de paix, si on veut que ce soit un moment puissant, c'est quelque part la réglementation ou le coût du carbone, si c'est encore une fois l'unité métrique par laquelle on décide de formater, ou en tout cas de reformater un petit peu la filière dans son ensemble. Et aujourd'hui, on le voit bien qu'on est pris dans nos contradictions. On a un prix du carbone qui est en train de s'effondrer en Europe du fait de la remise en route d'un certain nombre de ressources qui sont extrêmement polluantes en CO2. Donc on voit bien que ce n'est pas une incitation qui est suffisamment forte. Et à l'échelle de la filière, quand on est là aussi, c'est très intéressant dans les panels comme ça de discuter, de se dire quelle innovation et tout. Quand on fait des appels d'offres aujourd'hui d'un donneur d'ordre, on voit bien quel est le critère donné au prix dans les appels d'offres. On voit bien comment on raisonne. Et après, chacun a sa propre justification par rapport à ça. Celui qui doit produire du logement avec un certain nombre d'objectifs, il est bailleur, il doit produire du logement, donc il va mettre un cahier des charges le plus strict possible. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui est entre le donneur d'ordre et les matériaux, et donc il va chercher à faire son bénéfice aussi. Et donc on voit bien que c'est relativement compliqué à un moment de faire passer ça à l'échelle. Encore une fois, la seule solution, pour moi, de mon point de vue, ça va vraiment être de passer par une taxation du carbone à l'échelle du continent, à l'échelle des frontières aussi de la zone. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure des matériaux, quand on voit qu'il y a certaines hérésies liées aux matériaux, avec sur le bois des allers-retours qui sont faits aujourd'hui par cargo jusqu'à des pays qui coupent moins. Sur la pierre, il y a des exemples de pierres venues de France pour aller être coupées en République tchèque et revenues en France. Il y a quand même des choses qui aujourd'hui confinent à l'aberration. Alors c'est des cas particuliers, il ne faut pas croire que non plus ça fait l'intégralité du sujet, mais on a besoin de produire ça. Un exemple parmi tant d'autres, mais la filière fenêtre française affiche un déficit de 500 millions d'euros. Au-delà de la question purement économique qui est liée à ça, il faut bien voir que ces 500 millions d'euros, c'est-à-dire autant de fenêtres qui se baladent depuis l'Allemagne, depuis le Portugal, depuis l'Italie. Sans faire un protectionnisme bête et méchant aux frontières du pays, on peut se poser la question de pourquoi à un moment on n'est pas capable de produire de la fenêtre à proximité des sites de construction ou de consommation. Et ça, on peut aller très très loin. Et je pense que la seule façon, encore une fois, de régler ça, ce sera vraiment d'avoir cette logique carbone appliquée de manière beaucoup plus stricte à l'échelle du bâtiment. Merci. Marc Demas, est-ce que vous voulez compléter? Puis est-ce que vous voyez d'autres freins et puis des leviers justement pour accélérer? Non, moi je partage vraiment ce qui a été dit. Je pense que l'équation économique, ça reste une équation importante. Donc la réglementation est quand même un outil important. L'outil fiscal est aussi souvent un outil que la France utilise bien à bien des égards et peut-être la taxe carbone,
taxe d'aménagement, la TVA, qu'est-ce qu'on fait de la TVA. Enfin, il y a quand même beaucoup d'outils possibles. Je n'ai pas l'impression qu'on soit particulièrement à l'œuvre sur ces questions-là, mais si vous avez vu Monsieur le maire hier, peut-être qu'il a des idées. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses. C'est la première chose que j'ai dit. Et sur les idées, moi, je crois vraiment cette profession réunie ici aujourd'hui est bourrée d'idées, bourrée de talent, bourrée d'envie. Et donc c'est pas ça qui manque. Enfin, je pense que vraiment il manque peut-être pas grand-chose pour basculer. Mais ça passe par du règlement. Ouais, juste un petit détail, je pense que justement, comme tu le disais tout à l'heure, le diable est dans les détails. Nous, c'est aussi pour ça qu'on est un peu en alerte, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ces questions-là, elles vont demander aussi une appropriation du grand public, et donc vraiment que cette question culturelle d'appropriation des sujets est essentielle. Donc, on a besoin de travailler sur cette question de l'appropriation des nouvelles manières dont on va construire la ville en étant très largement en récit par rapport aux habitants, en récit par rapport au territoire. Et c'est ça aussi qui est génial, parce que d'une ville un peu standardisée, où on ne sait même plus où on est parfois, on peut revenir à une ville qui s'appuie sur son socle, quoi, sa géographie, son histoire, son sol, son identité aussi. La réhabilitation sert à ça aussi, parce que c'est l'histoire sociale, et donc de réancrer la réhabilitation là-dedans pour construire les récits et emmener les habitants, ça va être essentiel parce qu'on en a besoin, parce que sinon on fera pas le virage nécessaire. Mais sans connaître le Japon pour y être jamais allé, c'est quand même un pays qui réussit le pari de la densité, qui réussit à fonctionner, à massifier sa production renouvelable, qui réussit à préserver une architecture avec en même temps beaucoup d'innovation. Il me semble que c'est un pays assez intéressant pour ça, hein. Dans le défi de la densité ou de l'intensité, moi je préférerais qu'on parle d'intensité que de densité, ça me semblerait un peu plus positif. C'est ça qu'il faut qu'on vende. Il faut qu'on vende quelque chose de vivant, de plus agréable, plus proximité. C'est ça. Christine Lecomte, je crois que vous appelez le gouvernement aussi à mieux accompagner ces changements. C'est un peu votre quotidien aussi. Mais il y a des choses de bon sens qui sont à faire à tous les niveaux, hein. Quand il y a un plan de relance qui va sur les rénovations thermiques, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Et donc on a des plans d'isolation des bâtiments publics, mais ça pourrait être d'autres choses. Donc énormément d'argent qui est mis sur le tapis, et qu'en fait on va chercher les isolants en Chine. En fait, la question, elle est aujourd'hui, on est bien en train de se dire qu'on dépense plutôt qu'on investit. Donc moi, je ne suis pas économiste, mais j'ai quand même l'impression que si on ne se sert pas de la dépense pour investir et créer les filières dont on a besoin qui sont en proximité, ça ne fonctionnera pas. Donc, par exemple, ça, c'est ça des choses qu'on prône. On parle d'éco-conditionnalité, des petites choses aussi. On a un institut de géographie nationale. Le simple fait qu'on puisse avec eux développer une carte montrant où sont tous les lieux de production en circuit court de tous les matériaux qui sont produits en France, disponibles pour tous les maîtres d'œuvre et tous les maîtres d'ouvrage et tous les élus. Comme ça, vous savez comment vous pouvez, à proximité, limiter... ça serait génial. Et c'est en open source dont on en a besoin. On n'a pas envie de l'acheter, parce que c'est d'intérêt public. Donc ça fait partie des choses qui me semblent totalement extrêmement importantes, comme le Carbon Score qui hier a été porté par Bruno Le Maire dans les assises du BTP, qui peut faire grincer des dents certains, mais c'est pas grave, il faut qu'on accompagne ceux que ça fera grincer des dents, mais ça montrera aussi aux 80% des gens qui font des travaux sans architecte, sans entreprise, chez eux, et qui utilisent ce qu'ils achètent, comme pour la nourriture. Vous savez, responsable. Robin Rivaton, je crois que vous trouvez que parfois les normes, elles sont un peu ambitieuses, et les ambitions sont un peu au-delà de ce qui est atteignable. Et pour vous, le gouvernement n'accompagne pas assez les acteurs. Alors, c'est pas le gouvernement, mais c'est que il faut bien voir qu'on est sur une transition extrêmement forte et relativement rapide, contrairement à ce qu'on peut lire parfois.
et c'est pour ça que j'aime bien le verre à moitié plein. On est quand même sur une trajectoire de réduction de la consommation de carbone par unité produite qui est très très rapide, et on est sur une transition assez forte. La question, c'est que dans toute transition, il y a des goulots d'étranglement, et donc ces goulots d'étranglement, on les connaît, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire la rénovation dont on parle depuis tout à l'heure, il faudrait beaucoup plus de monde dans l'industrie du BTP. On n'a pas suffisamment de bras pour la faire, donc en fait, une fois qu'on s'est dit ça, il faut assumer ce que ça veut dire. On peut former les gens, mais il faut se dire, on a un sujet de matériaux. Aujourd'hui, les pompes à chaleur, les radiateurs, les radiants et autres, ils viennent de pays qui ne respectent pas forcément les objectifs de production carbone qu'on s'est donnés. On va pas refuser de prendre des pompes à chaleur parce qu'elles viennent pas de chez nous, mais en même temps on peut se dire comment on recrée des filières pour faire en sorte qu'elles soient chez nous. Et le problème de la réglementation environnementale au global, sur le décret tertiaire, on l'a vu ce matin, qui a été repoussé encore d'1 an, la déclaration d'Opérate, sur les étiquettes énergétiques de bâtiments, on s'est fixé des objectifs très très ambitieux. Et le risque que je pointe quand je disais ça dans la préparation de nos tables rondes, c'est que on arrive à ces marches-là, qu'on constate qu'on n'y est pas du tout, et qu'on se dise, en fait, il y a un effet déceptif, en fait, très fortement déceptif, en se disant, en fait, on n'y est pas, et en fait, on n'y sera peut-être jamais, et en fait, ça fasse tomber un peu tel un château de cartes toutes les autres marches qu'on s'était fixées. Je pense notamment aux étiquettes énergétiques. Il y en a une qui arrive au 1er janvier 2023 sur, on va dire, 200 000 à peut-être 300, 350 000 logements, les logements G avec une consommation très élevée. Aujourd'hui, on ne sait pas appliquer cette loi-là. On peut se le dire collectivement. L'État ne va pas mettre une personne derrière chaque agence pour empêcher que les logements G, qui seront considérés comme insalubres, seront totalement sortis du marché. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui ont des logements G qui avec une consommation inférieure, ou des F ou des E? Ils vont dire, au final, la réglementation dont on nous avait parlé n'a pas été appliquée. Et donc, c'est un peu le risque qu'on a dans cette transition environnementale extrêmement forte. Il faut qu'on soit ambitieux, parce que la contrainte, elle est là, on le voit tous les jours. On a la trajectoire des 2 degrés, on a le carbone dans l'atmosphère qui s'affiche, et on sait qu'à 450 grammes de particules par mètre cube, on atteint des seuils sur lesquels on ne reviendra jamais. On est à 417 et ça monte. Donc on voit bien qu'on en est là. Le sujet, c'est que faire des lois qui, au final, fixent des objectifs trop ambitieux, ça risque d'être déceptif pour les gens qui doivent les appliquer. Mais c'est le cas de la RE 2020. Elle a revu ses objectifs à la baisse, et puis avec des étapes à terme. Exactement, 1 an de décalage, et puis une marche intermédiaire encore une fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, de mon point de vue, est très dangereux. Ça reste toujours, la RE 2020, une des réglementations les plus... Avec la révision à la baisse des objectifs, une des réglementations les plus ambitieuses qu'on puisse voir dans les pays développés. C'est légitime, puisque... Mais c'est légitime, voilà, ça, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais on a tellement moins de neuf à construire en termes de place que de rénovation à faire, on va dire, dans les 30 ans, même si... il faut faire du neuf, on est bien d'accord, qu'il faut que ce neuf soit très ambitieux. Ah oui, il faut qu'il ringardise l'ancien. Non, mais c'est certain. Je pense que ça aussi, c'est un mouvement positif de ringardiser. Et d'ailleurs, on le voit chez les investisseurs institutionnels qui achètent que du premium environnemental parce qu'ils veulent être sûrs que dans 20 ans, leur immeuble vaut toujours quelque chose. Et on parlait de la façon dont on contamine, ou en tout cas tout le cercle économique considère ça. Ça me fait penser à ça, mais sur les banques aujourd'hui, quand une banque va prêter à un ménage en ne regardant pas la consommation énergétique de son futur bien, évidemment elle crée un biais extrêmement fort en faveur de logements qui sont par nature énergivores, puisqu'elle a un critère qui est un critère strictement lié, non pas dans une définition extensive du coût du logement, mais dans une définition éminemment restrictive qui pousse à considérer les logements les moins performants. Ça, c'est une réglementation qui pourrait être mise en œuvre. Qui existe dans certains pays. La Belgique a mis en place, a demandé aux banques d'avoir quasiment le DPE obligatoire pour chacune des transactions désormais. Donc c'est typiquement des choses qu'on devrait avoir en tête. L'heure tourne. Je voulais vous poser juste une petite question. Si vous aviez une baguette magique, quelles sont les 3 choses que vous changeriez ? Alors je ne vous l'ai pas préparé, c'est peut-être un peu rude, mais Robin Rivaton, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changerez ? Changer, il n'y a rien que je changerais. Je pense qu'encore une fois, on va dans le bon sens. Il faut être positif, parce que si on commence à regarder les choses avec fatalisme, on n'y arrivera pas. La marche à franchir encore est très haute. Non, je pense que voilà, une réglementation sur les crédits, ça me semble quelque chose d'extrêmement pertinent, parce que c'est un facteur très puissant sur le marché de l'immobilier, et donc ça cascade jusqu'à l'opérateur. Une taxonomie du carbone, et quand je dis taxonomie, c'est la matériothèque, enfin bref, qu'on puisse vraiment avoir enfin les bonnes valeurs, les bonnes mesures, qu'on les
partage, qu'on puisse se dire qu'on les fasse évoluer, même si personne n'est pas totalement content au départ, mais qu'on puisse avoir cette base de calcul parce qu'elle est importante pour réussir à faire la transformation, et une taxe carbone qui soit aujourd'hui au niveau qui est vraiment le niveau de coût du carbone pour notre planète, et aujourd'hui on n'y est pas. Merci Christine Lecomte, si vous devez vous transformer en fée. Waouh. Non, peut-être un focus énorme sur... Enfin, je ne sais pas si je vais dire les choses qu'on va changer, mais les choses que j'aimerais qu'ils changent un peu. Déjà, un gros effort sur la formation. Ça, à mon sens, énorme effort sur la formation pour qu'il n'y ait plus personne qui sorte d'une école d'ingénieur, d'architecte, qui devienne promoteur, qui puisse travailler dans le monde de l'aménagement, qui n'ait pas un socle commun de connaissances et ça passe et par de travail collectif sur ça. Deuxième chose peut-être, et sans vouloir se fâcher, avec le modèle économique de production du logement et la question du foncier aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse trouver des moyens de faire évoluer ces choses-là pour donner plus de place à la qualité produite, à la qualité dans tous les sens, spatiale, de matériaux, énergétiques, etc. Et la troisième chose, c'est peut-être de manière un peu utopique que toutes nos politiques soient un peu plus transversales. Et qu'aujourd'hui, on a une politique du logement qui est une politique du logement avec une politique des mobilités et une politique du travail. Et en fait, on se rend bien compte que si elles ne se parlent pas entre elles, on ne va jamais régler les problèmes. On a quand même sous chapeau de tout ça un super territoire avec énormément de ressources, des villes moyennes extraordinaires, désertifiées pour certaines, un patrimoine construit déjà là, avec beaucoup de vacances. Et en fait, tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a le patrimoine financier, mais il y a aussi de la finance dans ce patrimoine bâti. Merci Christine. Marc, je crois que dans votre baguette magique, il y a un ouvrage que vous avez aussi. Ah oui, je vous parlerai de ça juste après, mais moi si j'ai un vœu, un vœu, pas en faire trois, un seul. Pour moi, notre cheval de bataille, c'est vraiment d'arrêter de ne pas faire de renouvelable quand c'est possible. Parce que pour l'instant, la réglementation n'y pousse pas. Je pense qu'on est extrêmement freiné via les évolutions réglementaires et les lobbies des réseaux, des grands réseaux nationaux qui sont extrêmement puissants, puisqu'on raisonne centralisé, alors que je pense qu'on peut raisonner décentralisé depuis de nombreuses années déjà et qu'on ne le fait pas assez. Et l'indépendance énergétique ou la résilience au choc qu'on va vivre et qu'on va probablement vivre, je ne vais pas être d'oiseau de mauvais augure, mais quelques années ou peut-être serait grandement évité si on avait fait ça depuis un moment. Et puis j'ai un ouvrage, effectivement, on a fait un travail avec l'équipe de réflexion sur ce que ça voulait dire l'immobilier bas carbone. On a interviewé une trentaine de personnalités de la profession, architectes, bureaux d'études, ingénieurs, foncières, promoteurs. Et ça nous a aidé à nous repositionner, à nous reposer les bonnes questions de qu'est-ce que nous sommes Air Nouvelle dans ce monde de l'immobilier bas carbone. Et on en a fait finalement, on avait beaucoup de matière et on s'est décidé à en faire un recueil de citations que vous trouverez ici. Qui se lit, je dis comme un voici, c'est un peu un mauvais terme parce que c'est pas terrible. C'est de bien meilleure qualité que ça. Non, c'est pas terrible. Mais ça se lit facilement. Là. Non, c'est pas bas carbone en plus. En bobine. Non, ça se lit très facilement parce que c'est à la fois des idées, des envies, des déceptions, des rêves de toutes ces personnalités de l'immobilier bas carbone qui sont livrées brutes, sans nom accroché aux citations. Donc les citations sont libres, avec une parole libre. Et vous verrez que vous aurez plaisir à le feuilleter. Vous y retrouverez, on est moins seul en lisant ça. On se rend compte qu'on est tous devant ce grand point d'interrogation. Et qu'on travaille tous pour essayer de le résoudre, mais que chacun avec nos petits bras, on avance. Merci à vous tous d'avoir participé. L'ouvrage est disponible là. Merci pour la qualité de vos interventions. Et puis si on était pessimiste au départ, j'espère qu'on est aujourd'hui très pessimiste, avec plein d'opportunités et puis une très belle journée à vous tous. Merci.